Bonjour Forum Français, donc c'est Shailendra Mudgal avec Annie Monto. Aujourd'hui on est là pour parler de son dernier ouvrage qui est le 3000 ans d'écologie indienne. Donc pour présenter Annie, elle est professeure émérite de l'INALCO, elle a enseigné l'hindi et la linguistique pendant plusieurs décennies. Elle a également enseigné en Inde. Donc elle est spécialiste des langues indiennes. Elle a traduit aussi plusieurs ouvrages de la littérature hindi en français. Et cet ouvrage il est particulièrement intéressant parce que ça raconte l'histoire d'écologie en Inde, mais avec un prisme différent, c'est-à-dire un angle de linguiste. Donc pour commencer, on va parler avec Annie. Déjà Annie, bonjour. Bonjour. Et puis, on va commencer par parler de jeunesse de ce livre, en fait, comment cette idée est venue et ça t'a mis combien de temps d'écrire ce livre magnifique? Merci beaucoup, Shailendra. Ce livre, d'un certain côté, ça fait 40 ans que je le porte quelque part dans ma tête et puis aussi dans mon cœur. Parce que dès que je suis arrivée en Inde, c'est-à-dire tout début des années 80, donc en fait à 45 ans pratiquement, j'ai fait la connaissance de deux personnes qui m'ont beaucoup marquée. L'une étant Anupam Mishra, un spécialiste des techniques traditionnelles de l'eau, particulièrement en milieu aride, mais aussi dans des milieux réputés moins défavorables. Parce qu'il a beaucoup travaillé dans l'est de l'Inde, aussi en Himalaya. C'est un milieu difficile, mais pas aride pour autant. Et puis la deuxième personne, c'était Vandana Shiva. Donc voilà, en outre, je m'étais quand même toujours intéressée pour l'environnement, comme on dit aujourd'hui, autour de moi, mais j'en avais pas fait ma profession ni mon domaine de recherche. Ça, c'est sûr. Par contre, en Inde, j'ai beaucoup lu à cette époque, quand j'ai quitté l'Inde pour devenir enseignante, effectivement, plutôt de langue et linguistique, alors que je m'étais initialement plutôt intéressée à la littérature. J'ai continué à lire dans ces domaines, parce qu'il se trouve que dans le domaine indien, en particulier, les questions écologiques, en tout cas les luttes écologiques contemporaines de mon séjour, c'est-à-dire pendant les années 80 et peu après, elles croisaient le gros travail accompli en historiographie par l'école qu'on appelle celle des subalternistes, c'est-à-dire une autre manière d'écrire l'histoire que l'historiographie officielle, qu'elle soit marxiste ou conventionnelle. Et grande partie des premières contributions de cette école a porté sur des émeutes paysannes. Donc des questions qui impliquaient le rapport de populations directement concernées par les transformations du milieu du milieu qui les entourait, de leur milieu, tout simplement, parce que c'était aussi leur source de vie, vu que c'était des populations rurales, émeutes de la faim, des choses que les historiens connaissent bien, mais qui se sont mis à passionner l'histoire en tant que domaine de recherche, particulièrement dans ces années-là. Donc ça s'est croisé, si vous voulez. En même temps, c'était des recherches qui ont beaucoup impacté les sciences sociales. Ensuite, il y a eu les études dites postcoloniales, et qui en ont été le croisement ou l'aboutissement, je ne sais pas trop comment il faudrait dire, mais qui ont prolongé, et là, on peut dire mondialisé ce type de recherche. Oui.
Voilà pour la situation du livre. Évidemment, le fait au moment où où j'ai pris la plume, hein, ça n'a pas été si long que ça, mais enfin quand même pas rapide, mais c'était il y a bien moins de 10 ans, peut-être même moins de 5, j'ai été aidée et motivée, je dois dire aussi, par la langue hindi, et non seulement parce que les travaux de cet Anupam Mishra dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont en hindi, c'est pas quelqu'un qui écrit en anglais, mais aussi parce que dans la littérature, il est naturellement énormément question de la nature, qu'on l'appelle pas l'environnement, mais bon, et des rapports des humbles avec la nature. Enfin, la plupart de la littérature autour de l'indépendance et juste après l'indépendance, elle portait sur des segments plutôt ruraux de la société, même si c'était des gros villages. Pas sur. Après, ça a changé, hein, mais voilà. Et la langue, c'est un peu aussi une déformation professionnelle. Je suis habituée à essayer de voir qu'est-ce que la langue nous dit de nos conceptualisations, de nos manières de penser, lesquelles après informent nos manières d'agir, de faire, etc. Voilà. Merci. Donc, tu as évoqué la question d'approche subalterne, et par contre, quand on lit les écrits d'Anupam, par exemple, lui, il a pris vraiment une approche très gandhienne, comme il travaillait pour la Gandhi Peace Institute, et je me rappelle, tu l'as invité en France, on a écouté plusieurs fois, et pareil. Tu as participé. Oui, on a participé quand il était allé voir Pierre Rabhi, etc. Et puis Vandana Shiva, elle a une approche différente, très féministe, paysan. Donc c'est les deux façons de... Gardienne aussi, quand gardienne, même. Oui, très gardienne, oui. mais très focalisée sur l'angle féministe, oui, le rôle des femmes dans la protection de l'environnement. Donc comment tu as réussi, ça c'est ma première question, de faire le lien entre ces différentes approches. Et puis deuxième, c'est vraiment l'horizon de temps, parce que tous les livres qui sont écrits sur l'histoire, ils focalisent sur une période, soit un sujet spécifique comme Vandana Shiva sur les paysans, ou Anupam sur l'eau, ou puis Guha qui fait vraiment, je dirais, l'Inde contemporaine. Rarement ou certains qui font juste la religion, mais toi tu as touché un paysage assez large pour à la fois, je dirais, la religion, la langue, et puis l'histoire des mouvements écologiques en Inde, si on peut dire. Oui, d'abord parce que c'est pas un livre de spécialiste, c'est pas un livre d'historien. Et puis, si tu permets une toute petite correction, Vandana Shiva, quand même, dans un livre qu'elle a fait, pas en son nom seul, hein, mais avec en collaboration dans son centre de Navdanya, qui s'appelle History of, en plusieurs volumes, dont l'un c'est l'histoire de la nourriture et l'autre l'histoire des pratiques agricoles, agraires au sens large. Là il y a un grand champ depuis le début aussi, hein. Et puis Goa, ça c'est vrai, il focalisait énormément sur le 19e siècle, et éventuellement par la suite 20e, mais quand même dans de Land and Abuse of Nature, il repart plus en amont. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas unique, hein, cet essai de mettre en perspective. Mais j'ai aussi été aidée par ma propre approche, le fait que je ne sois pas spécialiste, donc avec moi l'exigence d'être exhaustif sur un domaine ou sur une période. Non, c'est ça ça devient intéressant, parce que c'est très facile à lire en fait, comme c'est écrit. Ça, ça c'est il y a un peu la déformation professionnelle du pédagogue. Oui. J'ai tout de même voulu que ça soit lisible. Oui. Comme c'est pas écrit par les experts ou des chercheurs, oui. C'est pas le même apport. On suit en fait très facilement, et puis surtout on découvre déjà le choix des mots, comme il n'a pas une néologie qui existe en fait dans
dans aucune des langues. En fait, exactement, le mot écologie est interprété de différentes manières selon les textes qu'on lit. Donc là, c'est pareil, tu évoques toutes ces nuances et comment le sujet est traité sous les angles différents. En fait. Oui, et là je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas répondu à la première partie de ta question tout à l'heure, donc je le fais si tu permets. C'est comment j'ai mis d'accord des gens comme Anupam Mishra, j'ajoute aussi qu'il n'écrit qu'en hindi, comme on a dit tout à l'heure, et Vandana Shiva qui est beaucoup plus... elle a un comportement beaucoup plus médiatique ou médiatisable, on va dire. Elle écrit en anglais. Elle a un côté tribun. Anupam Mishra, lui, c'est un Gandhien éminemment modeste. Et donc, effectivement, au niveau des personnalités, il y a énormément de différences. Au niveau des positions idéologiques, il y a des différences, même si c'est deux versions d'une attitude qui, malgré tout, reste inscrite dans des principes gandhiens. Puis il y a bien sûr le féminisme aussi anticapitalisme. Shiva, elle parle très ouvertement. Très ouvertement. Et Anupam, il l'est bien entendu très fondamentalement, mais c'est des positions absentes, je veux dire, qui n'apparaissent pas en toutes lettres. De même que les considérations historiques. Il n'a pas une démarche d'historien. Il cite des événements historiques, il cite des faits sur le même plan que des légendes, quoi. Et ça, il le défend. Et je veux dire, ça peut se défendre justement dans une vision gandhienne où le temps du mythe existe et peut englober le temps historique. Bon, on ne va pas rentrer dans ces choses-là qui sont complexes, mais alors évidemment, ça c'est extrêmement différent de Vandana Shiva. Et ce que dit, il ne dit pas, il n'emploie pas le mot il ne fait pas d'analyse à l'économiste, je veux dire de type économiste, mais par contre, il emploie des mots en soulignant que c'est ces mots-là et pas d'autres. Par exemple, il va dire les gens, le peuple, l'ouk, ou bien éventuellement les villageois, Samaj, la société, l'ouk. Et donc on peut dire que c'est pas du tout capitaliste, mais de temps en temps, il parle des interactions entre ceux d'en haut, que en général c'est les princes, les rajas, les maharajas, et c'est vrai que assez souvent ils les représentent d'une façon très irénique, c'est-à-dire que c'est des interactions toujours positives. Il dit quand même que de temps en temps ça se passait mal et que de temps en temps les gens d'en bas, qu'il appelle les gens la plupart du temps, ça en dit long, mine de rien, de parler des gens. Nous, en France, quand on dit les gens, on fait pas une analyse politique ni économique, mais on sait très bien où celui qui parle des gens se situe sur cette carte-là, enfin je pense. Et Anupam, il mentionne des cas dramatiques qui sont par exemple pas de solution, pas de négociation envisageable, donc tous les gens, c'est-à-dire les usagers et les petits producteurs du village s'en vont, quittent. Ce qui c'est une extraordinaire forme de résistance civique. En même temps, c'est absolument terrible. Là, aux époques qu'il décrit, ça représente comme un bannissement, c'est terrible. C'est une autopunition aussi également terrible. Donc, mais c'est présent, il n'insiste pas dessus. Et pourquoi? Parce que ce qu'il veut montrer, c'est des success stories. Et je dois dire, j'ai eu un petit peu aussi, moi, cette envie-là, je ne sais pas si c'est un travers, de montrer plutôt les succès de ce type on n'en a pas encore parlé, qu'est-ce que c'est l'écologie l'écologie populaire, l'écologie des gens en Inde, l'écologie traditionnelle. Et on a tendance à magnifier, c'est vrai, quand on veut nous montrer les côtés positifs, c'est vrai qu'il y a une tendance à les présenter comme systématiques, alors que non, il faut toujours voir l'échelle.
Ceci dit, malgré tout, l'Inde a été globalement un pays qui a conservé son environnement en bon état. C'est pas le seul, hein, jusqu'à une époque relativement récente. Oui, je pense que le point, les deux, ils rejoignent, c'est sur la question de justice sociale, en fait, sans peut-être parler explicitement. Mais toi, tu évoques dans le livre que l'écologie sans la justice sociale, ou même globale, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écologie? Tout à fait. Alors ça, Vandana Shiva, elle associe très explicitement les deux. Hein. Pour elle, et pour Anupam aussi, avec des mots différents, l'écologie indienne, qui a fait ses preuves, elle est grassroots. Grassroots en Inde, ça veut dire spontané, qui sort de la base, qui est issu de la base. Et c'est cette écologie-là que l'un comme l'autre défendent. Vandana, dans son dernier livre, en tout cas le dernier qui a été traduit en français, 1%, comment reprendre le pouvoir contre les riches, ou sur les riches, elle met très explicitement en regard l'élite absolument microscopique sur la planète qui se partage les ressources, 90% des ressources de la planète, d'autres l'ont dit, mais le titre de Vandana est particulièrement frappant à cet égard, et évidemment l'ouvrage d'Anupam Mishra montre les mêmes acteurs. Mais il n'explicite pas ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau politique et social, mais le terme social est très très présent. Samaj et Samajik dans le livre, c'est constant, ça veut dire société sociale, sans pour autant qu'il fasse une analyse politique. Alors que Vandana Shiva, lui, elle l'a fait. Elle l'explicite, disons. Aussi parce que Vandana Shiva, elle traite, je dirais, un domaine beaucoup plus large quand on parle d'agriculture, parce que il est très focalisé sur l'eau, les techniques traditionnelles, comment les revenir. C'est sûr, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ces techniques, c'est qu'elles sont jamais que sur l'eau. Quand ils montrent comment on construit un lac, par exemple, d'abord tout le monde s'y met. Il y a cette exigence, ce principe qui est commun à beaucoup de sociétés, que dans les moments de gros travaux, tout le village s'y met, tous les usagers s'y mettent, il s'agit de nettoyer, d'établir un bassin de capture correct, c'est-à-dire pas entravé par des constructions, pas pollué, pas sali, et puis après construire le lac, et après au cours des années, des centaines d'années en l'occurrence pour l'Inde, qui est documentée sur la conservation de ces lacs et grandes citernes sur plusieurs centaines d'années, l'entretenir, c'est-à-dire le nettoyer. Et dans la construction, il explique très bien où est-ce qu'il faut planter tel type d'arbre sur la digue, tel type et pas tel autre, où est-ce qu'il faut installer les surfaces qui vont être irriguées à tel moment de l'année, et qu'est-ce qu'il faut y planter dedans. Et ça, c'est aussi quelque chose de documenté dans beaucoup de cultures. Quand on a l'arbre, on a l'eau, et quand on a l'eau, on a l'arbre. Et généralement, on commence par planter l'arbre pour avoir l'eau. La création d'oasis en milieu aride en Afrique a obéi exactement au même principe. Donc, on ne s'occupe jamais exclusivement de l'eau. Et dans les descriptions données par Anupam Mishra, il y a évidemment une certaine description aussi des pratiques agroforestières. Il y a les arbres, puis il y a les cultures à côté, qui naturellement doivent être adaptées au milieu local. On peut faire du maïs en milieu aride, par exemple. Et puis, il y a le social, c'est-à-dire les temples. Le social, c'est la religion, mais pas seulement, l'éducation. Il y a les écoles. Toutes ces choses participent à l'entretien de la vie dans un village qui aujourd'hui on dit se veut écologique. À l'époque où il n'y avait pas le mot écologique, un village vivant.
Et alors, quand les mots, c'est vrai qu'on devait en parler. C'était une des premières questions. Oui. On n'en a pas trop parlé. Oui, on va revenir. Mais là, en parlant des mouvements de peuple ou grassroots qu'on dit, après, il y a des bons exemples que tu parles en Inde qui sont très forts, présents en Inde, qui sont connus aussi un peu dans le monde. Pas forcément liés avec une religion, mais vraiment un mouvement social, si on peut dire. Oui, alors, et là, j'ai beaucoup parlé, peut-être trop, là, des deux figures initiales qui m'ont inspiré. Ça a d'ailleurs pas mal tenu au hasard. Quand je suis arrivée en Inde, c'est pas les seuls. Et quand je me suis occupée de ces mouvements, dont le plus célèbre est le mouvement Chipko, ça veut dire embrasse les arbres pour empêcher les forestiers de les couper. C'est un mouvement qui a été conduit par des femmes, tout simplement parce qu'elles se trouvaient seules présentes dans le village à l'arrivée des forestiers. Et au début des années 70, en Himalaya, dont les arbres, et en particulier une variété de frêne particulièrement intéressante pour sa souplesse, sa robustesse, sa résistance, était convoitée par l'État. L'État et une compagnie d'équipements sportifs privés, qui n'était pas l'État, pour en faire des battes de cricket. Donc, alimenter quand même une industrie de luxe. Et pour les riverains, enfin les usagers, c'est pas des riverains, ils sont au milieu, la forêt c'est tout. C'est la nourriture du bétail, c'est la couverture des abris, la construction des maisons, la construction de pratiquement tout l'outillage agricole. Ça fournit aussi beaucoup de plantes comestibles, ça fournit toute la pharmacopée avec les plantes médicinales qui sont très bien connues dans ces milieux-là, où il y a des forêts, il y a des gens qui connaissent l'usage des plantes médicinales. Et puis ça fournit le chauffage, hein. Donc c'est les ressources de vie. Et là, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que ce mouvement n'était pas un mouvement religieux à la base. Le mot de Chipko existait à peu près 1 an avant cet épisode qui a fait le tour du monde, là, dans les forestiers qui butent contre toutes ces femmes enlacées à des arbres. Et ce mouvement avait été fondé par un certain Chandi Prasad Bhatt, qui n'écrit aussi qu'en hindi, et qui est, plutôt gandhien, mais c'est pas comme ça qu'il se caractérise. C'est un reconstructionniste, c'est comme ça que les historiens l'ont classifié, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de faire avec. Hein. Il va pas commencer à jeter la pierre sur, par exemple, les industries, la percée des routes, etc., etc. Il va dire comment on fait dans la situation, comment on préserve ce qu'on a, comment on entretient et comment on remplace ce qui a été endommagé. Et ça, on va le faire en négociant. C'est aussi politiquement, ça se traduit par une volonté de négocier jusqu'à un certain point, parce qu'il y a le point de non-retour où le mouvement Chipko, les villageois disent non, pas ça. Vous voulez aller, nous, on va continuer à faire ce genre d'obstruction qui est quand même très difficile, parce que 2 siècles et demi plus tôt, la même chose s'était passée chez les Bishnoi au Rajasthan, qui défendaient toute vie, dont celle des arbres, mais le Maharaja de l'époque, il avait décapité toutes les femmes. Les temps ont changé, donc ça devient beaucoup plus difficile, sinon carrément impossible. Donc voilà. Alors ça, c'est le fondateur du mouvement. Après, ce mouvement, il a fait des petits. Et bien sûr, il a drainé des Gandhiens beaucoup plus orthodoxes, en tout cas, disons, beaucoup plus religieux, beaucoup plus ancrés dans une philosophie religieuse, mais aussi des Gandhiens pratiques, et surtout beaucoup de communistes. Par exemple, dans l'État voisin, au Kumaon, on voit que ça s'est passé très près de la frontière entre ces 2 régions himalayennes, qui sont aujourd'hui dans le même état, l'Uttarakhand
Et dans cette région Kumaoni, il se trouve qu'il y avait beaucoup plus de militants communistes impliqués. Et c'est la fédération de toutes ces volontés, la volonté populaire. Bien sûr qu'il y avait certains Gandhiens dans les usagers qui étaient physiquement menacés, on peut dire, mais il n'y en avait pas du tout. Donc c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est la convergence, pour pas employer le terme à tout faire des activistes d'un certain temps, convergence des luttes, hein, mais la convergence des ancrages politiques, des ancrages philosophiques et même des ancrages religieux. Parce que là, je vais vous citer un autre exemple, qui est celui des Adivasi, ce qu'on appelait les tribaux avant, et qui sont tous sauf gandhiens, et même très violemment anti-gandhiens, assez souvent, quand ils s'expriment de façon politique et marquée, tout simplement parce qu'ils estiment avoir été totalement oubliés, laissés pour compte, voire contrés par les politiques gandhiennes, en tout cas ce qui s'en est suivi après l'indépendance. Et donc, ils vont pas se revendiquer de ce modèle. Et ils ont en outre, pour la plupart, des religions. Naturellement, ils sont hindouisés, personne ne va dire le contraire. Mais jusqu'à quel point? Il suffit de lire des écrivains, parce que c'est des langues qui commencent à s'écrire, et puis certains d'entre eux écrivent dans des langues régionales dominantes, que ce soit le bengali ou le hindi. Je parle que de ceux du Nord, que je connais mieux, mais ces populations ont gardé très vivant des cultes. Le culte des ancêtres, et puis des cultes aussi, avec des rites saisonniers. Je rentre pas dans les détails. En plus, c'est assez sectionné, c'est-à-dire que chaque tribu, ex-tribu, donc chaque ethnie adivasi a tout de même sa mythologie, ses croyances, et puis ses cosmogénèses aussi particulières, avec ses divinités particulières. Mais ce qu'il y a toujours, c'est la croyance dans un rapport intime, consubstantiel pratiquement, entre l'espèce humaine, les espèces animales et la Terre. Qui est la Terre-mère quelque part, c'est assez souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas. Dans les Andamans, c'est très fort, hein, on est dans une autre région. Et alors, ces populations ont eux aussi eu des mouvements. Dans les mêmes années, dans les années 80, expropriés de leurs terres, d'abord pour le charbon, ensuite l'hydroélectricité. Ils ont mené des tentatives tout à fait comparables au mouvement Save the Western Ghats dans le sud, sur toute la chaîne montagneuse, qui a réussi, au mouvement Chipko dans l'Himalaya, qui a réussi. Le leur n'a pas réussi. Mais par contre, il y a des mouvements à plus petite échelle. Un détail de plus, s'ils s'apparentent à une tendance politique, c'est ce qu'on peut appeler en schématisant à l'extrême le maoïsme, avec les Nassérites. Mais là encore, c'est une fraction. Ça ne représente pas l'ensemble des résistances adivasi à la dégradation de leur environnement. Et aujourd'hui, elle est devenue telle, cette dégradation, parce qu'il y a l'exploitation minière, elle est loin de se contenter du charbon. Il y a la bauxite, il y a le lithium, il y a du sélénium, enfin il y a des tas de terres rares intéressants, énormément les pays du Nord en particulier. Et donc ils sont spoliés et leur environnement dégradé comme aucun autre groupe en Inde. Et l'intéressant, toujours pour revenir sur ce que je vais vous raconter tout à l'heure, c'est-à-dire la convergence d'intérêts communs avec des positions philosophiques, religieuses et politiques différentes, c'est qu'un des mouvements qui a réussi a été mené par Ekta Parishad, qui est une organisation pacifiste pour une économie non violente et gandhienne à la base. Eh bien, ils se sont agrégés avec des centères adivasi. Ils ont conduit un mouvement d'adivasi
sans terre pour contraindre l'État à accorder des terres. Ça, c'était Jaladesh, c'est en 2008. Et il y a plusieurs actions comme ça qui continuent. Et donc, vous voyez, là encore, les gens ont un enjeu commun, c'est défendre leur environnement. Pour des raisons souvent très très proches, parce qu'ils en vivent. Et ils ont des ancrages religieux, politiques, différents. C'est ça qui m'a intéressée. Oui, puis on trouve aussi dans la littérature, par exemple, cette jeune poétesse Jacinta Querquetes, tous ces poèmes que tu as traduits, c'est très présent. Ah ben oui, lisez-les, c'est quelqu'un qui écrit en hindi. En hindi, et c'est très présent, la question de protection, d'écologie. Ça tourne autour de ça. C'est une révoltée, cette personne, évidemment. Elle dit d'ailleurs qu'elle s'est mise à écrire par colère, parce qu'elle ne voyait pas quoi faire d'autre pour arrêter ce rouleau compresseur qui leur avalait leur environnement, c'est-à-dire leur moyen de vie et leurs conditions de vie. Parce que quand on a des cultes profondément ancrés vis-à-vis des arbres, c'est difficile de les exercer dans une mégalopole où on se retrouve paupérisé aux marges, dans les banlieues des mégalopoles. C'est souvent le cas des Adivasis. Oui, non, c'est très impressionnant ces poèmes en fait. Il faut les lire. C'est une publication des éditions Banyan. Donc peut-être on peut revenir sur la question de religion, parce que toi tu commences le livre avec l'hindouisme et dans les hymnes, dans le Rig Veda et comment la question de l'écologie, entre guillemets, tu peux revenir sur la question de langue, il est évoqué. Et puis peut-être qu'on peut aussi parler un peu de Bishnoi, qui est très jeune comme religion, mais où l'écologie est très centrale dans la croyance, aussi la protection des animaux, ou un grand star du cinéma qui était mis en prison parce qu'il a chassé dans une des régions de Bishnoi, et le procès est toujours en cours. Mais ils ne sont pas très connus, je dirais, hors l'Inde. Peut-être que tu pourras un petit peu parler de cette religion, comment la question de l'écologie est très présente dans leur pratique. En fait, toute leur rite, c'est lié avec les arbres, les animaux, et ils sont végétariens pour cette raison-là, parce qu'ils ne veulent pas se nourrir en tuant les animaux un peu comme les anges gardiens, en fait, ils les considèrent. Que moi, quand j'ai connu l'Inde, pratiquement tout le monde était végétarien, il faut dire. Sauf les musulmans, sauf les... Non, j'exagère, j'exagère. C'est en train de changer maintenant. Mais c'est en train de changer énormément. Aujourd'hui, l'Inde, c'est le plus gros consommateur de volaille. Même d'export. L'export de viande, c'est l'Inde. Donc, sur la question de religion, si tu peux nous parler un petit peu à la fois du côté hindouisme, mais aussi des Bishnoi. Oui, ils sont quand même hindous, les Bishnoi. Oui. Mais eux, ils considèrent qu'ils sont... Alors, l'hindouisme, évidemment, j'ai commencé par la force des choses. L'Inde, c'est 75% hindou. Bon, ceci dit, c'est vrai que c'est très vite récupéré. Et c'est très vite généralisé à l'ensemble de la population. Et ça, je voudrais éviter. Je pense que si je revenais sur ce livre, je serais encore plus nette pour préciser qu'il y a d'autres religions en Inde. J'ai dit quelques mots là tout à l'heure sur celle des Adivasis. Bien sûr qu'il y a l'islam, il n'y a pas que l'hindouisme. Mais ce qu'il y a dans l'hindouisme, et qui est pour un linguiste, je dois dire, un très grand confort, c'est la continuité des textes. On n'a pas juste des textes fondateurs, la religion révélée, qu'on l'appelle comme on veut, avec les Védas, cette espèce de monstre sacré au 2e millénaire avant notre ère. On a un commentaire de ces textes qui s'étale pendant plus d'un millénaire, commentaires de commentaires, explications par des légendes, et petit à petit ce recueil d'hymnes liturgiques
dont certains sont très ésotériques, ont été souvent comparés à des formules magiques, de commentaires en explications. C'est devenu un corpus de légendes qui rentre dans le corpus védique. Les Puranas, littéralement c'est les antiquités, mais ça contient énormément d'explications, de légendes, de mythes. Et puis les Brahmanas, qui sont aussi des commentaires explicatifs. Et de fil en aiguille, ça s'oriente vers des spéculations qui finissent par devenir des écoles philosophiques à part entière, dont certaines sont extrêmement connues, comme celle du monisme, l'Advaita, et puis celle du Sankhya aussi, elle est plus matérialiste, cette école philosophique, très connue parce qu'elle a donné, elle a servi de soubassement à diverses écoles de yoga. Et comme le yoga s'est un peu répandu à la surface du monde, a suivi. Et puis il y a l'Ayurveda aussi qui dérive d'une école philosophique, comme le Sankhya, ça se décompose le monde en éléments qui sont en interconnexion continue. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est trop complexe pour le peuple, parce que la question, c'était pas exactement ça, c'était aussi les Vishnuyas. Hein. Oui. Et donc voilà pour l'hindouisme, et donc on reste tous bien conscients qu'il n'y a pas que l'hindouisme en Inde, mais qu'il est dominant. Et justement, après, avec la politique actuelle... Il faut être très prudent, parce que alors là, c'est exactement le cas avec Vandana Shiva, c'est extrêmement facile de récupérer soit un courant de pensée, soit une... Ils sont en train de tout s'approprier par la religion. Voilà, et donc c'est un peu délicat, par contre, les références dans les textes anciens qui évoquent les questions écologiques, c'est important de souligner, sans dire que tout vient de l'hindouisme. Bien sûr. Bah déjà, il y a quand même un hymne à la terre de 5 strophes dans le Rig Veda, c'est incontournable, il me semble. Les Vishnuyas. Les Vishnuyas, oui. Les Vishnuyas, alors oui, c'est une, comme tu disais tout à l'heure, à juste titre, c'est beaucoup plus récent. 16e siècle. Enfin bon, ça a été fondé par, à l'origine, un Jambashwar, oui, qui était choqué aussi de voir dégrader son environnement, couper les arbres, et ce, toujours pour le bénéfice du puissant local. À l'époque, c'était des Maharajas. Ça n'a pas tellement changé, hein, parce que la plupart des déprédations, des dégradations environnementales graves, tout le monde connaît la forêt amazonienne, c'est pas pour le bénéfice des résidents amazoniens, c'est pour nourrir les fermes à 1000 vaches avec du soja en tourteau. Bref, c'est toujours pour le bénéfice des plus riches. Alors, cette intuition avait déjà frappé le fondateur, oui. Et du coup, ils fondent une religion qui n'a pour nom que le nombre de ses principes, c'est 29. 29 principes, et 29, ça se dit Vishnoy. Bis, c'est 20, et Noy, non, c'est 9. Oui. Et dans les 29 principes, il y a ne jamais couper un arbre vif, vivant. Il y en a beaucoup d'autres. C'est des gens qui refusaient le bleu parce que le bleu, comme teinture, était obtenu à partir d'un arbre qu'ils considéraient comme sacré, parce que c'était l'indigo. Tout le monde sait l'usage que la colonisation britannique a fait de l'indigo, les grandes plantations d'indigo, évidemment, à objectif lucratif. Voilà pour les Vishnuyas. Bien entendu, le respect de la vie commence par les animaux. C'est quand même ce qui est le plus proche de l'espèce humaine. C'est des êtres qui bougent aussi, comme nous, qui s'expriment par la voix, etc., etc. Donc il est hors de question de tuer un animal, mais aussi de tuer un végétal. Tu veux qu'on parle de Irène Frey ? Oui. Il y a une romancière française qui a fait un roman à partir des Vishnuyas, et ça s'appelle La forêt des 29. Aussi, c'est sur le prétexte, sur ce qui a stimulé
ce livre, c'est l'épisode très très connu que je mentionnais allusivement tout à l'heure, et qui a consisté pour les Bishnoi à défendre leur bois, mais ça c'est bien après la fondation de cette communauté, c'est en 1731, contre les visées, encore une fois, du Maharaja local, qui venait se servir en bois. Donc il envoie ses forestiers, bon, c'est des guerriers, et les princesses qui étaient seules présentes à l'époque s'enlacent autour des arbres, elles sont décapitées. Puis après c'est tous les hommes, et comme ça jusqu'à 663. Et au 663e, Maharaja a cédé. Et donc les Bishnoi sont devenus un exemple phare de la résistance à la dégradation environnementale, à la résistance non violente. Et en fait, c'est les deux communautés, parce qu'un côté, on a des Djars, qui sont les paysans. Ils sont, je dirais, en termes de métiers, ils sont similaires, mais en termes de convictions, ils sont très différentes. On trouve les deux communautés côte à côte. Par contre, on voit là, même s'ils sont, on dirait, c'est les mêmes personnes, mais ils se distinguent. Ouais. Ils se distinguent par... Pour rester dans l'hindouisme, oui. C'est dire. Oui. L'hindouisme, c'est pas un tout homogène. Oui. Non, c'est très intéressant. Mais récemment, peut-être que tu as entendu aussi, en Allemagne, il y a eu ce cas où en forêt, où ils ont occupé les arbres, les Allemands qui ne voulaient pas qu'on les coupe, parce que je ne sais pas, c'était une usine Tesla, ou je ne sais pas, il y avait... Oui. Et c'était une sorte de chipko qu'il y a eu en Allemagne. En Amérique, ils ont les écureuils aussi. Oui, mais je pense qu'en France, là, je n'ai pas les exemples précis en tête, mais il y a eu un épisode, mais peu connu. Mais l'État sait très bien comment faire, en tout cas en France, pour faire descendre, pour couper sans attenter forcément. Ouais, de toute façon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on sait que la violence policière, en tout cas dans ce pays, est telle que ça passe parfois par la mort d'un militant non violent. Ok, pour revenir en Inde, en fait, à côté, on voit qu'il y a un héritage écologique ou la protection qui était très présent. Et puis l'Inde actuelle, on voit parmi les 20 villes les plus polluées, je crois 13 sont des Indiennes. Pareil, on voit les réglementations concernant l'environnement, ils sont, je dirais, assouplis plus en plus pour favoriser l'industrie. Donc, et même dans la société, quand je compare la société qui existait pendant mon enfance et la société aujourd'hui, il est devenu une société de consommation qui se fait pas de soucis pour faire plus de déchets, moins de recyclage. Donc il y a un grand changement. On voit comme si on rejette tout ce qu'on avait, des idéologies, la philosophie, pour une grande partie, peut-être pas tout le monde n'est pas pareil, mais comment tu vois cette contradiction à quelque chose qui était très ancré à la fois dans la religion, dans les pratiques, dans l'idéologie politique, et puis l'autre côté, les gens ils sont moins en moins soucieux des problèmes de l'environnement. Tristement, personne ne va dire le contraire. Et en même temps, c'est presque irréversible. Non, c'est pas du tout le mot que je voulais. Inévitable. Irréversible, peut-être, mais on espère quand même tous que c'est pas irréversible. Mais inévitable dans la mesure où le modèle de développement choisi a été un modèle de type hyperconsommation énergétique des ressources, le modèle occidental. Et les mêmes phénomènes ont eu lieu, peut-être de façon moins brutale, mais en Occident. Quand on voit la France d'avant la Deuxième Guerre mondiale, parlons pas d'avant la Première, il y avait des croyances. C'est pas parce que ce qu'il n'y avait pas, c'est des millénaires de textes écrits autour d'une religion extraordinairement bien documentée et en lien. Ça, non. Mais par contre, il y avait des croyances, il y avait des pratiques, c'était des pratiques respectueuses. Et assez rapidement, mais moins rapidement qu'en Inde, après la révolution industrielle,
les nouvelles politiques agricoles ont terminé tout ça, mais en moins de 2 générations aussi. Alors, en Inde, ça s'est fait encore plus rapidement, mais c'est inévitable si on adopte un modèle développementaliste fondé sur des cultures, sur l'extractivisme, hein, sur tous les plans, le plan minier, mais aussi agricole. Par exemple, raser des forêts entières pour faire des monocultures et des monocultures de semences d'emblée hybrides. Et récemment OGM, qui donc réclame énormément d'eau, énormément de fertilisants chimiques, énormément de pesticides chimiques. C'est inévitable que ça aboutisse à ça. Non, puis on va revenir au mot de la grande société minière qui s'appelle Vedanta, qui est choquant, qui est en train de... C'est une terrible ironie, hein. C'est quand même le nom d'une école philosophique qui n'a pas dit tout à fait la même chose. C'est ça, qui sont en train d'extraire toutes les mines sans scrupule. C'est très, très choquant à la fois. Mais je pense que le grand changement, c'était, même si, je dirais, aujourd'hui, les Indiens sont très fiers de cette modèle économique qui était créé en 91 sous la pression du Fonds monétaire international, etc. Mais je pense que depuis, les choses sont allées tellement vite. Or, aujourd'hui, je dirais, une grande partie des Indiens, ils ne se posent même pas la question, en fait. Où on est, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Ils ont envie de devenir, je pense, aussi riches, aussi comme les riches entre guillemets en termes de l'argent ou PIB, etc., comme les Américains, comme les Européens. Et puis il dit qu'on va réparer plus tard, une fois qu'on a... Donc on va faire les mêmes erreurs qui fait l'Occident, et puis on va revenir pour protéger l'environnement ou l'écologie, si tu veux. Oui, je pense que les mentalités, en France en tout cas, beaucoup vont aussi dans ce sens, hein, faire le plus gros volume, nous c'est le nucléaire, notre dada, mais enfin le truc le plus performant, dans les énergies vertes c'est pareil, jusqu'à quel point elles sont réellement renouvelables, réellement durables, ça personne ne se pose la question, et les scientifiques qui se la posent, ils ne sont pas écoutés. Ça, c'est une attitude commune. Ce qu'il y a de moins commun, là, mais c'est en train de devenir aussi commun, je trouve, c'est l'hyperpollution que tu soulignais à juste titre. Il faut voir aussi à quel prix l'air est devenu plus respirable dans les grandes métropoles occidentales. C'est que les grandes métropoles occidentales ont délocalisé toutes leurs industries polluantes précisément dans les pays du Sud. Et l'Inde est d'ailleurs en train de suivre le même chemin avec des voisins moins fortunés, avec l'Afrique, comme tout le monde. Il y a tout ça. Et c'est aussi pour ça... Alors, jusqu'à quel point ça va être supportable? Ça dépend pour qui, tant qu'on en profite. Mais il y a, et c'est valable aussi bien pour l'Inde que pour la France, c'est les pays finalement que je connais le moins mal, il y a quand même des alertes au niveau sanitaire, je veux dire de la santé humaine, de la durée de l'espérance de vie, par exemple, dans certaines régions, et qui, c'est pas n'importe lesquelles, c'est celles qui se trouvent les plus ouvertes au passage des pesticides en général, ou bien d'autres fléaux environnementaux, mais il y a quand même ça qui commence à faire bouger. Et puis il y a la révolte de ceux qui se retrouvent de plus en plus diminués dans leurs revenus, dans leur standard de vie, et de temps en temps ça explose. Il y a eu les fermiers, ce qu'on appelle les fermiers, la farmers, qui ont fait le siège de Delhi, nous il y a eu les gilets jaunes. On peut dire, ah ouais, mais de toute façon, c'est des gens qui sont à la solde et des industries pétrolières. Ils ne sont pas du tout à la solde. Ils sont les premières victimes. Et effectivement, ce qui les impacte, c'est l'augmentation des carburants. Mais il ne faut pas faire de raccourcis géants. Des révoltes de ce type sont l'indice que quelque chose qui déraille sérieusement ne peut pas s'arranger, ne va pas s'arranger.
Et l'accroissement des inégalités, c'est pareil. Il est très bien documenté. Des économistes comme Piketty, ça fait des années qu'il l'expose à la surface du monde. C'est un modèle qui ne fait qu'accroître les inégalités. Mais est-ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire humaine tenir très longtemps des situations très énormément inégalitaires? Non, à un moment, il y a la révolte des esclaves. Donc, bon, après, on parle d'environnement, c'est-à-dire de la nature. C'est pas les esclaves. Elle n'est pas en mesure de se révolter. mais oui, mais on a vu quand même des améliorations même de l'environnement pour une période limitée pendant la Covid. Quand on a vu l'activité humaine, il a diminué et on a des preuves concrètes, tu vois. Ah, ça oui, et c'était pas longtemps. Non, non, voilà. Ouais, il y a des articles de recherche qui sont vraiment mesurés. Donc, et pour cela, des discours comme la décroissance en France, qui est quand même... il y a des gens... En Inde, on n'entend pas ça. Peut-être très minoritaire. Non, c'est vrai, tu as raison. En France, on part pas du même... on part pas du même seuil de revenus aussi. Oui, bien sûr. De consommation. Mais les gens qui parlent de décroissance, c'est pas forcément les gens les plus... je dirais... je pense que c'est assez parlé qu'on attaque, où il y a plusieurs autres associations qui sont... En Inde, à part quelques intellectuels, on n'entend pas un mouvement de base ou quelque chose qui... Non, mais par contre, en Inde, il y a des mouvements d'agroforesterie soutenus même par l'État, que tu connais sûrement, comme ZBNF, qui font tache d'huile un peu. Les gens en parlent autour d'eux. D'un paysan à l'autre, ils vont se dire, non, on nous fait croire qu'il faut acheter les engrais chimiques à telle société, c'est toujours la même. Et malgré la catastrophe de Bhopal en 84, c'était quand même le gros fabricant, Union Carbide, c'était le gros fabricant de fertilisants et de pesticides. Malgré ça, on continue à faire croire à une fraction, c'est pas n'importe, c'est les lobbies industriels qui convainquent des gouvernements, etc. Et ça se passe pareil en France, partout. Mais à l'écart de tout ça, il y a des petites preuves par neuf, si je peux dire, dans la réalité, où des groupes, des coopératives, ou bien là c'est une initiative soutenue par un État, en Andhra Pradesh, qui mettent en place un autre modèle, en disant, oui c'est vrai, la première année ça va être plus difficile, mais déjà vous vous endetterez plus, et la deuxième année vous allez faire un plus, et la troisième année aussi, et ainsi de suite. Alors qu'avec l'agriculture conventionnelle, on sait très bien que l'endettement, oui, on va faire toujours plus, mais comme les produits qu'on déverse sur les terres contribuent à les stériliser, on a beau en mettre toujours plus, le rendement est jamais au rendez-vous. Chez nous, ça fait 20 ans que déjà les hausses sont arrêtées dans les années 90, les hausses de rendement, ça a donc commencé à baisser, et là même, on est au-dessous du seuil initial, sans produit. Et on ne peut pas recommencer à zéro direct, parce que ça met je sais pas, les agronomes, ils le disent, ils me l'ont dit, mais j'ai oublié, en tout cas beaucoup plus que 50 ans, à se reconstituer réellement un sol en profondeur. Mais sur certains aspects, la France, il résiste quand même, par exemple, sur la question des OGM. Ah non, la France est complètement envahie. Oui, mais comparé aux États-Unis, c'est parce qu'ils sont souvent... en 2018, il y a eu une tentative, j'espère pas dire de bêtises, pour rejeter le brevetage sur des semences hybrides non OGM, et l'entrée des OGM a été refusée jusqu'à je ne sais plus quelle date, moins, mais maintenant elle n'est plus refusée. Oui, parce que c'est la loi européenne qui les autorise, donc ils ont même reçu l'amende une fois, je crois, la France, parce qu'ils ne respectaient pas la réglementation européenne concernant les OGM. Mais ils ne la respectent pas non plus concernant le glyphosate, par exemple. Tout à fait. Ça, l'exception française consiste à ne pas respecter, mais pas toujours pour le mieux. Là, vraiment. Là. Oui.
Non, donc il y a toujours... Mais l'Inde n'est pas non plus entièrement envahie par les... Le coton, c'est presque 90%, je crois. C'est beaucoup quand même. Hein. Oui, oui. C'est beaucoup. Mais le blé, c'est beaucoup moins. Mais il y en a, oui. Il y en a, bien sûr, il y en a. Donc voilà, il y a des choses qui nous donnent pas trop d'espoir, mais en même temps, quand on travaille dans ces domaines-là, il faut être optimiste déjà lié avec l'éducation, parce qu'on voit maintenant l'éducation sur l'environnement est donnée depuis le très jeune âge, qu'on nous n'avons pas reçu, on a reçu par nos mères ou dans la famille. C'était l'éducation un peu religieuse, liée avec l'écologie, mais aujourd'hui, quand je vois déjà l'école primaire, on les donne on sème les graines, on verra ce que ça donne des résultats quand ces enfants. Mais je vois déjà en France ou même en Inde, les livres d'écologie depuis très jeune âge qui aussi, il faut espérer. Oui, l'éducation c'est un aspect important d'espérer. C'est pour ça qu'on voit les jeunes qui sont engagés, des combats contre le climat, etc. Donc on voit quelques côtés positifs de ce qui est en train de venir, mais oui, le chemin est long. Donc sur ce point-là, peut-être que je vous conseille à nouveau de lire ce livre magnifique qui va vous, je dirais, pas forcément sensibiliser parce que ça trace une histoire, mais déjà vous donner une idée d'où on vient en Inde, des longues histoires sur des questions de l'écologie, pas côté l'environnement, mais aussi l'écologie sociale, l'écologie de vivre ensemble avec la nature et pas à part. Donc je laisse Annie pour tes mots de conclusion avant qu'on termine. Je pense que tu as formulé les bons mots de conclusion. J'y ajouterai bonne lecture et puis que, comme disait, ça c'est un écologiste belge qui disait ça, pour enchaîner sur ce qu'on disait sur nos tristesses de tout à l'heure. En fait, il est trop tard pour être pessimiste. Là, je cite Daniel Tanuro. Et dans ce livre, il y a un peu des deux. Il y a de quoi être pessimiste quand on voit les Indiens d'Amazonie ou des Amériques at large, bon, naturellement. Mais ce que j'ai le plus souligné, c'est quand même les histoires réussies de mouvements écologiques. Et c'est pour cette raison. Trop tard pour être pessimiste. J'aime bien ce mot de Daniel Tanuro. Merci qui est aussi l'auteur d'un bouquin qui s'appelle, ça en dit long, L'impossible capitalisme vert. Merci beaucoup Annie, sur ce point-là, on va terminer l'entretien.